Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. C'est parti, bienvenue dans un nouvel épisode de Méditation. Et aujourd'hui, je reçois une légende des arts martiaux, du jiu-jitsu brésilien et du MMA, un combattant exceptionnel au palmarès impressionnant, un coach hors pair, un homme hors du commun. Il commence les arts martiaux à 13 ans avec le jiu-jitsu traditionnel, puis le judo. Il découvre ensuite le jiu-jitsu brésilien et se forme auprès du maître Ricardo Della Riva. Son parcours l'amènera inévitablement au MMA au début des années 2000, jusqu'au titre du Cage Warriors en 2004. Il s'est ensuite consacré et dévoué à son activité de coach et d'entraîneur. Aujourd'hui, on va pas parler mathématiques, mais on va beaucoup parler de Pythagore. Emmanuel Fernandez est avec nous. Bienvenue Emmanuel, c'est un honneur. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai très demandé dans le podcast par les auditeurs. Il y a notamment aussi Souk et Mickaël que tu connais qui m'ont recommandé de t'inviter. Oui. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les débuts de ton parcours sportif? Comment tout ça a commencé? Comment l'Académie Pythagore ou comment moi j'ai débuté les arts martiaux? Ouais, ton parcours, toi, de combattant dans les arts martiaux. En fait, mon père très jeune avait voulu me faire du judo, me mettre au judo, parce qu'il est Mhm. ceinture noire de judo euh, avec Marx et un grand maître sur Bordeaux, Aku Michigami. Et bon, j'avais pas accroché forcément au judo, c'était pas le truc qui m'intéressait. Puis comme tout gamin, je regardais les films Bruce Lee et tout ça, Van Damme. Et, j'ai voulu faire des sports de combat. Et dans ma ville, à Cognac, il y avait un sport de combat où on trouvait de la projection, un peu tout, des coups de pied, des coups de poing. C'était le jiu-jitsu. Mhm. Donc j'ai dit, je veux faire ça. Donc j'ai commencé par ça. Et puis mon premier professeur, Patrick Pouzet, très vite, je lui ai demandé comment on fait pour devenir prof. Il me dit, faut que tu fasses du judo, que tu passes un brevet d'état. Ah bon, alors j'ai fait du judo aussi. Voilà. Et puis c'est de fil en aiguille, tout est parti comme ça. Et puis voilà, j'ai eu mon brevet d'état. Et puis ça s'est jamais arrêté, quoi. Dès le début, tu as eu envie d'enseigner en fait les arts martiaux? Ouais, ça a vraiment été une vocation pour moi. Ouais. Ok. J'ai fait quoi? Ouais, j'avais 13 ans quand j'ai commencé. J'ai dû recevoir ma ceinture jaune. Et Mhm. là, j'ai été voir mon prof Patrick Pouzet, qui est toujours vivant. Hein. Bon, il a 85 et quelques années. Et je lui avais dit, comment on fait pour être prof? Il me dit, faut passer un brevet d'état, il faut que tu sois deuxième dan de judo. Ah bon, alors je vais faire du judo aussi, en parallèle. Et Ok, voilà, ouais, puis ça a commencé vraiment comme ça. c'était vraiment une vocation très jeune à laquelle tu te Exactement. dédies et tu te dévoues encore totalement aujourd'hui, du coup. Mhm. Voilà. Après, pour moi, voilà, un professeur, ça peut être une vocation. Même Mhm. si on prend les diplômes de maintenant, ils y vont par week-end, par petite session, ils passent un diplôme et ils peuvent enseigner contre rémunération. Moi, c'était vraiment une année d'études complète. J'ai même après, en parallèle, avant, j'ai passé aussi mon tronc commun, en même temps des études de comptabilité et tout ça. Donc, voilà. Et après, j'étais un an au Crêpes de Boivre à Poitiers. Voilà, c'était pas par week-end. On Mhm. était baignés dedans, dans la pédagogie. Voilà, les diplômes avaient une autre valeur et Ouais. on sortait vraiment avec un véritable bagage d'enseignant. Mhm. C'est pour ça que maintenant, bon, je déplore un peu le niveau des diplômes qui baisse. Voilà, donc je vais peut-être blesser des gens, hein, mais c'est vrai, le niveau des diplômes a baissé. Voilà, Mhm. le diplôme que j'ai moi est beaucoup plus relevé que ce que j'ai passé, que ce qu'ils font maintenant. Mhm. Voilà. Mais voilà, donc pour faire ça, fallait s'investir une année entière, voilà, Mhm. même voire plus. Voilà, et pour s'investir, il fallait vraiment être passionné et savoir vraiment ce qu'on voulait faire. Moi, je savais que je voulais enseigner le judo, le jiu-jitsu. Et justement, qu'est-ce qui t'amène au jiu-jitsu brésilien ensuite? Avec mon frère, parce que mon frère, on a suivi la même chose, hein, il est un peu plus jeune, Mhm. mais on a fait le même parcours. On a vu l'UFC avec Royce Gracie, hein, comme beaucoup, hein, Mhm. et on voit un gars en kimono, et on dit, putain, mais il fait la même chose que nous. Il dit, puis il Mhm. battait des colosses. On a dit, oh, putain, mais nous, on va faire ça. Hein. Il dit, c'est bien ce qu'ils font là. Et puis on voyait déjà, nous, on avait un professeur au judo club de Cognac qui s'appelait le fondateur, Alcide Gibaud,
qui lui faisait du judo, mais pas à quatre pattes comme on voit en compétition souvent. C'était déjà du judo sur le dos, où il nous apprenait à nous servir de nos jambes et tout. Donc ça correspondait, on a dit, mais on connaît ça. Et sauf que c'était pas aussi pointu au sol que l'ont développé la famille Gracie. Mais voilà, donc on a vu ça, donc on s'est mis, on a commencé à faire du judo sans kimono, et puis du combat au sol sans kimono, puis on a rajouté des petites frappes, et puis on faisait du valet tout dos à l'époque. C'était Ouais. ça. Et donc ce que vous proposait le prof, c'était du Newaza, en fait, c'est ça? C'était du judo Newaza, Du judo voilà. Newaza, ouais. OK. En fait, en judo, il y a toujours deux parties. Il Mmh. y a le tachiwaza, qui est le travail de projection, et la partie Newaza, qui est la partie seule. Mais c'est indissociable du judo. Un Ouais. judoka doit savoir faire du debout et du sol. Voilà, Ouais, ça ouais. on peut pas dissocier je suis judoka debout ou je suis Mmh. judoka au sol. Ça n'existe pas. Ouais, Un ouais, ouais, judoka, il effectivement. fait du tachiwaza et du newaza. Mmh. Voilà. Et bon, peut-être que maintenant, il y a des professeurs qui se tournent plus vers la projection parce que c'est peut-être plus spectaculaire, ou alors tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas le newaza, donc ils axent tout sur le travail debout, et ce qui fait que, le contenu technique d'un cours, pour moi, peut s'appauvrir parce Mmh. que ces personnes-là, ils délaissent un côté du judo qui est pas bon. Voilà, moi je dissocie pas trop judo, jujitsu. Pour moi, c'est la même chose de toute Ouais, façon. ouais. Voilà, juste que les règles de compétition évoluent et sont différentes. Donc Mmh. voilà, c'est juste ça qui change. Ouais. Ça me fait penser, dernièrement, je parlais justement avec un judoka, français qui déplorait un peu aussi le fait que, le judo français ait vachement délaissé le travail au sol et qui lui, par exemple, avait pu faire des stages au Japon et disait que les judokas japonais en Newaza, en fait, ce sont des monstres aussi. Tout à fait. L'équipe nationale du Japon, ils font tous du jiu-jitsu brésilien. Mmh. Voilà, ils tous du jiu-jitsu. Ils vont dans les clubs de jiu-jitsu brésilien pour travailler, peaufiner le travail au sol, d'accord. Et puis debout, c'est l'école japonaise. Ils sont hyper propres en projection. Ils font de la préparation physique et de la musculation juste pour contenir le judo un peu européen qui est plus basé sur le physique. Et Mmh. voilà, quand tu associes le tout, les gars, ils ont compris que fallait s'ouvrir et aller au jiu-jitsu brésilien, par exemple, pour apprendre. C'est ce qu'ils ont fait. Le judo debout, ils ont toujours été les meilleurs. Et Mmh. maintenant, ils ont la prépa physique. Donc, c'est pour ça qu'ils trustent ils trustent Ouais, tous les ouais. podiums. Mmh. Et j'en reviens pareil maintenant. Le jiu-jitsu brésilien, il qui est vraiment la spécialité pour le sol, mais il faut aussi savoir faire du debout. Parce que quand tu affrontes quelqu'un qui est très fort et aussi fort que toi, voire peut-être plus fort au sol, il va peut-être falloir essayer de le jouer un peu debout. Et on Mmh. le voit bien Mmh. sur la partie nogi, à la DCC, on voit que la partie Ouais, lutte prend une partie énorme maintenant. ouais. Donc voilà, on- moi je suis pour apprendre tout, être Mmh. complet, savoir faire du debout, savoir faire du sol. Voilà, si on en rajoute le MMA, savoir boxer. Voilà, c'est important Yes. de tout travailler. Mais les Mmh. Français, si on revient au judo, les Français, comme certains commencent à faire la démarche. Moi, j'étais au Brésil au mois d'avril, là, avec mes élèves. Teddy Riner y était aussi. Il Mmh. était avec Réron Gracie, ouais, je crois que c'est Réron. Et il s'entraînait au sol. Et il Énorme. apprenait à Réron le travail de judo, puisque je l'ai vu Mmh. enseigner à Rigoshi. Donc Ouais. les gens ne sont pas idiots, les gens du jiu-jitsu brésilien, ceux qui cogitent, parce que le jiu-jitsu brésilien, c'est quand même assez cérébral aussi. Oui. C'est pas un sport de bourrin. Et ils comprennent qu'il faut faire du debout, ils comprennent qu'il faut savoir faire du sol toujours. Voilà, et les judokas commencent à s'ouvrir aussi. Et c'est tant mieux. Ouais, ouais, c'est Voilà. vrai. Je pense à Clarissa Béninou aussi qui a mis Et en avant le voilà, fait qu'elle Clarisse travaille en s'entraîne avec un JJB. très bon ami à moi, avec Olivier Michaelesco. Et Mmh. voilà, on voit les progrès qu'elle fait. Et Olivier est un très très bon enseignant. Mmh. Et, et voilà, voilà, il entraîne Clarisse. Clarisse, debout, c'est dur de la faire tomber. Et puis maintenant, là, le sol. Ouais, Et ben, ouais, ouais. et qu'est-ce qui s'est passé à Doha? Championne du monde. Ouais, elle a immobilisé d'ailleurs, Et ouais. un adversaire. Et moi, alors je lance le petit truc, je sais pas si ça va se passer, mais vois Teddy qui se met beaucoup à faire du sol. Mmh mh. Est-ce que pour 2024 à Paris, pour truster un titre olympique, il va peut-être, comme le debout, on vieillit, tout le monde vieillit, peut-être que les jeunes en lourd, et il va peut-être se dire, tiens, je vais contrer, l'amener au sol et piquer les gars au sol, et je vais glaner un titre olympique avec le Newaza. Et
ça serait un bel exemple pour tout le monde de dire un bon exemple d'ouverture. Ouais. Ouais, c'est Voilà. clair. Et est-ce que tu penses parce que, est-ce que tu penses que les judokas vont même, venir peut-être faire de la compétition en jiu-jitsu brésilien? Pour se tester, pour, Bien sûr, bah, ça se fait déjà beaucoup. ouais? Bon, moi, dans mon club à Bordeaux, j'ai énormément de judokas qui viennent se Mmh. perfectionner, qui viennent faire du OK. sol et du coup qui adhèrent et qui font en plus du judo, du jiu-jitsu brésilien. Moi, je suis entraîneur national au niveau de l'équipe de France Newaza. Mmh. Dans l'équipe de France Newaza, il y a beaucoup de judokas, mais qui font Mmh. aussi du jiu-jitsu brésilien. Et Ouais, inversement, il y a des ouais, gens du jiu-jitsu brésilien qui rentrent dans le groupe Newaza et qui essayent de travailler un peu la projection. ouais. C'est plus facile d'aller dans un sens que dans l'autre. Mmh. Ouais, Un parce qu'est-ce judoka va ouais, aller plus facilement peaufiner, se perfectionner au sol et un peu plus vite qu'un jujitsuka brésilien qui va essayer de se mettre au judo. Parce ouais. que le judo, c'est rugueux, c'est Mmh. extrêmement dur et l'apprentissage de la chute et de faire tomber quelqu'un, c'est très long. Donc c'est plus facile d'aller du judo vers le jiu-jitsu brésilien que l'inverse. Ouais. Parce que faire OK. tomber quelqu'un, voilà. Après, peut-être des gens ne sont pas forcément de mon avis, mais je veux bien qu'ils me prouvent, qu'ils me Mmh. montrent, ok, va dans une compète de judo, fais tomber quelqu'un. Ouais, c'est Alors clair. qu'un judoka va dans une compétition au sol, va peut-être pouvoir s'en sortir quand même. Ouais, En ouais. travaillant, bien sûr, hein, c'est comme tout. Hein. Mais voilà, sur l'équipe de France Voilà, il y a de très très bons judokas qui font du jiu-jitsu brésilien depuis maintenant plusieurs années. Mmh. Voilà, quand Ouais. je m'amuse, j'essaie de me maintenir en forme avec eux. J'ai du mal, hein, parce que ça commence à être chou bouillant pour moi. Mais debout, ils sont forts. Au sol, ils sont forts. Et ben voilà. Donc, Ouais. faut trouver la tactique pour. Voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Est-ce qu'il y a pas ça aussi, dans les tournois Newaza, les judokas ont vu arriver des gars du jiu-jitsu brésilien et qui leur donnaient beaucoup de fil à retordre quoi au sol Je et donc pense se que c'est ce sont qui dit: s'est «Il passé faut, voilà. Un judoka, il s'est dit, tiens, je vais peut-être m'en sortir avec mon petit bagage et tout, mais quand il prend un expert du jiu-jitsu brésilien, il a aucune mmh, chance au sol. ouais, Il se fera avoir, c'est sûr et certain. Donc, il doit faire la démarche dans sa tête de se dire, je dois évoluer en Iwaza, je dois évoluer en jiu-jitsu brésilien. Sinon, je ne gagnerai pas de compétition dans ce règlement-là. C'est pas mmh, possible. ouais, Heureusement, il y en a beaucoup qui commencent à faire la démarche, et tant mieux. Ça développe le sport, et puis ça enrichit aussi, c'est très très bien. C'est yes, deux yes. cultures un peu différentes, mais qui peuvent très bien s'associer. Moi, je reprends une devise du judo, hein, entraide et prospérité mutuelle. Voilà, je suis pas pour, je suis le meilleur, c'est mon truc. C'est tirer la couverture à soi, pour moi, c'est pas sain. Mais Mmh, partager, échanger, évoluer ensemble et devenir meilleur ensemble, ça, c'est le top. Donc, entraide et prospérité mutuelle, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. mmh. Amen, ouais et là du coup on est vraiment dans une démarche martiale d'être un artiste Exactement. martial complet et Exactement. s'intéresser un peu à tout. Et on Si on en s'épanouit. ouais, ouais, épanoui, ouais. Si on en revient un peu à toi, ton parcours dans le jiu-jitsu brésilien, du coup, comment ça commence? Comment ça évolue? Parce que tu as pu aller au Brésil, être au contact de maîtres du jiu-jitsu brésilien et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton Et parcours ben là dans ce alors, sport? nous, on a commencé avec mon frère dans la petite ville de Cognac, avec des copains du judo. Et puis, on a commencé à se mettre dedans, à faire de plus en plus de jiu-jitsu brésilien. Et, euh, et en 1999, avec deux copains, pardon, on était trois, mais avec deux copains, Mmh. on décide de partir à Rio. Donc, on part à Rio pour un mois. Mmh. Donc, nous, on connaissait les Grécies, on s'est dit, on va aller à Grécie-Bara, à Barra da Tijuca. Et donc, on appelle, on y va. Il dit, non, j'ai déjà plusieurs étrangers, ça va faire trop. Ok. Il nous dit, essayez le gym de Ricardo de la Riva à Copacabana. Bon, on connaissait pas Ricardo de la Riva. On y va, on en trouve son gym, on est accueilli par lui-même. Et il lui dit, bien sûr, vous êtes les bienvenus et tout ça. On lui dit, on vous doit combien pour le mois? Il dit, non, non, c'est gratuit, vous vous entraînez chez moi comme ça. On était quasiment les premiers étrangers à venir. Et pendant un mois, on s'entraîne, on s'entraîne. Donc, matin et soir, on était tout le temps, on était à tous les cours, on refusait aucun combat. On s'est dit, on n'a pas traversé l'Atlantique. Là, on Mmh. voulait, c'est la soif des débuts, les pionniers. Et On ouais, veut ouais, ouais. apprendre, 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 apprendre pour quand on rentre en France, on ramène un maximum de choses pour faire évoluer le travail. Donc voilà, c'était un mois magique. C'était génial. Bon, Waouh. c'était un de mes premiers grands voyages où je partais aussi longtemps, un mois, Mmh. donc c'était vraiment génial.
Donc voilà, et puis donc on arrive avec une ceinture blanche, mais moi j'avais déjà quand même une ceinture noire troisième dan de judo, donc Mmh. j'avais du sol, j'avais déjà du debout et tout ça. Sur les deux autres copains, un autre était ceinture noire de judo aussi, et un autre qui faisait du yosekan budo. Voilà, donc on a mis une ceinture blanche et on arrivait à faire taper déjà des bleus. Mmh. Donc dès l'arrivée et à la fin du séjour, il nous remet une ceinture violette. Ah ouais, Voilà direct. l'histoire, voilà. Mmh. J'ai pas vraiment eu de ceinture bleue en fait. OK. Dès Tu l'arrivée m'a sauté une remis la classe. ceinture violette et je suis rentré en France avec une fecha rocha, comme on dit. OK, énorme, énorme. Et donc à ton retour en France, tu décides de continuer dans cette De voie et de continuer te d'ouvrir dédier cette petite, de totalement continuer à cette petite section qu'on mmh. avait commencé avec mon frère. Et puis, bah, de fil en aiguille, ça s'est développé. On a commencé à avoir, pas mal d'élèves dans le club de judo, ce qui était déjà une belle ouverture. Mais bon, le fondateur Alfie Jibo était une personne très ouverte, Mmh. donc qui aimait apprendre. Bon, moi j'ai fait du nunchaku à haut niveau aussi. J'étais vice-champion d'Europe de nunchaku et je lui ai enseigné même le nunchaku. Donc voilà. Et il était ouvert à ça, donc il avait accepté qu'on fasse du jiu brésilien dans le club. Ils avaient donné des créneaux. Et ça, c'était une aubaine dans les débuts, surtout dans un club de judo, hein, qui était au début un peu fermé. Hein. Ouais, ouais. Donc voilà. Et moi, je sais plus ce que je voulais dire, c'est Et dérivé ensuite tu sur ça. continues à te dédier totalement en gros au jiu-jitsu Voilà, brésilien, ouais, à l'enseignement et tout ça, quoi? exactement. Et puis après, ben, il y a les premières compétitions qui apparaissaient. Mmh. Donc, le tout premier, c'était Guy Mialo. C'est lui qui a amené un peu le jiu-jitsu. Enfin, c'est pas un peu, c'est lui qui a amené le jiu-jitsu brésilien en France. Hein. Mmh. Il a été suivi de très près avec Christian Derval. Ils étaient même ensemble au début. C'est Guy qui a initié un peu Christian pour emmener partir aux États-Unis, je vois les Grécie ou au Brésil, je sais plus. Mmh. Et puis Guy a organisé les premières coupes d'Europe et tout ça. Et après, OK. les deux amis se sont un peu séparés. Christian a développé pas mal sur Paris le jiu-jitsu en développant les Open de Paris et tout ça. C'était vraiment les premières compétitions structurées en France. Et Guy Mialo faisait les coupes d'Europe à Vittel, à Thonon-les-Bains et tout ça. Et puis bah, nous, on se partageait, on allait un peu partout. Voilà. Et c'était Énorme, les premières énorme. compétitions. Mmh. Et j'ai les vidéos de toutes ces compétitions. Donc, Mmh. elles sont collector. Il faudrait un Ah jour ouais. que je puisse les diffuser sur Internet Ouais, faire un parce que highlight c'est de vraiment collector. Parce que nous, on mmh. filmait tout avec mon frère. On a Ouais, tout gardé. énorme, Tout, tout, énorme. tout. Ça c'est Tout le jiu-jitsu du début, on a tout en vidéo. c'est pépite ça. Et petit à petit donc, tu arrives au MMA. Est-ce que tu peux nous parler de cette transition? Parce que j'ai l'impression qu'à peut-être à cette époque-là, c'était un peu le passage obligatoire. Quand on faisait du jiu-jitsu brésilien, on devait après, aller vers le MMA. Alors, oui, je suis d'accord. Je pense que c'était un test pour montrer l'efficacité de son jiu-jitsu. Je OK. pense, et je trouve ça même encore de nos jours, hein, je trouve ça bien. Même si un jiu-jitsuka, une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, se dit, il veut pas forcément faire carrière dans le MMA, mais c'est bien Mmh. peut-être de faire un ou deux combats de MMA pour se prouver, montrer bah, sa valeur guerrier, son mental, mais dépasser un peu ses limites, de faire un combat Mmh. de MMA. Donc, ouais, Toi, moi tu je en as trouve fait ça plus bien. d'un? Et à l'époque, c'était encore un peu plus parce que c'était un peu le défi jujitsu contre d'autres écoles. C'était Ouais? encore un petit peu ça quand même. Donc, il y avait cette émulation. Je vais montrer que mon jujitsu c'est le meilleur. Il y avait ça et c'était motivant. Ouais. Ouais, Voilà. Mais moi, en fait, je suis parti au MMA, donc j'avais ce côté-là au moment du combat. Mais moi, c'était une période de chômage. Donc, je me suis dit, on m'a proposé un combat et c'était de l'argent, alors je dis OK. entre guillemets facile. Mmh. Voilà, il fallait combattre et puis tu avais de l'argent. Donc, Ouais. voilà, j'ai fait ça. Et, euh, et mon premier combat, il s'est déroulé à Portsmouth, en Angleterre, au Cage Warrior 4. Yep. Et j'affronte, c'était le tout premier France-Angleterre de l'histoire. Mmh. C'était le tout premier. Il y avait en coach, on avait, bah moi j'avais un de mes élèves à moi qui me servait de coach, Johan Coulon, et il y avait Samy Schiavo d'Avignon. Et puis en combattant, il y avait Guillaume Monod, Mohamed Kacha, Laurent Bonafou, Valentin Amorim et Emmanuel Fernandez. Voilà les 5 combattants français face à 5 combattants anglais. Et Mmh. moi, j'affronte Robbie Olivier,
Alors moi, c'était mon premier combat. Je connaissais pas. À l'époque, j'étais ceinture marron de jiu-jitsu brésilien. Et premier round, ça combat, pam, 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 je l'étrangle. Bah. Et après, j'apprends que c'est le champion d'Angleterre, il a la ceinture de l'UK MMA et tout. Oh là, bon, ouais, super, j'ai battu un mec qui était déjà expérimenté sur mon premier combat. Mmh. Et là, les Anglais, ils ont dit, mais c'est qui ce mec putain, bon, hop, on le fait revenir. Et puis, hop, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et puis, je gagne tous mes premiers combats par triangle. Et puis, bah, c'est pour ça qu'un ami de Paris, Dao, m'a surnommé Pythagore. J'ai Ouais. trouvé ça sympa, j'ai gardé mon surnom. Le théorème de Pythagore, quoi. Ils l'ont Ouais, moi, c'est bien pas le bon triangle, hein. Mais bon, OK, énorme. Donc ouais, vraiment ce passage un peu, pour tester ton jujitsu vers le MMA et finalement aussi pour des raisons, financières, peut-être économiques et tout le challenge qu'il y a derrière, tu bah, allé ouais. loin du coup, tu es allé jusqu'au titre du Cage Warriors? Ouais, ben là, c'était mon quatrième combat. C'est face à Yann Butlin. Et c'était pour la ceinture mondiale Cage Warrior. Et il y avait aussi un autre Français qui combattait, Grégory Bouchilayem, Greg MMA, Mmh. qui combattait aussi pour la ceinture mondiale. Du coup, j'étais le main event, et c'était le co-main event. Et donc, il combat juste avant moi, il perd, malheureusement, face à Matt Ewing, il me semble. Et, euh, et moi, j'affronte Yann Butlin, ancien boxeur pro, voilà. Et je l'étrangle au premier round. Voilà, donc je gagne la ceinture et puis voilà, c'était le premier Français à glaner une ceinture mondiale sur le circuit MMA. Et puis après ça s'enchaîne. Il y avait un autre gros événement en Angleterre qui s'appelle le Cage Rage et on me propose le vétéran de l'UFC Lee Remedios, qui est un très bon ami à moi maintenant. Enfin, on se connaissait pas à l'époque, mais maintenant c'est un très très bon ami. Et je le gagne à la décision unanime. Donc c'était le premier qui m'empêchait de faire une soumission par triangle, Mmh. mais je gagne décision unanime. Et au niveau émotion, je crois que c'est mon plus beau combat. Alors, j'ai pas gagné par soumission, je gagne par décision, mais c'est que ce jour-là, il y avait tous les pionniers MMA français. Il y Mmh. avait Cyril Diabaté, Anthony Rea, Damien Riccio, il y avait Jeff Lenog, il y avait David Dabaron, il y avait tous les anciens, tous ceux qui ont été essuyés les plâtres, qui ont été au charbon à l'étranger et tout, pour que le MMA soit ce qu'il est maintenant en France. Et Mmh. tous ces copains-là, ils étaient autour de la cage. Et quand je bats le vétéran de l'UFC, Lee Remedios, mais ils m'ont fait une haie et tout. Ils étaient. Mais Mmh. c'est au niveau Ah ouais. émotion, même encore maintenant quand j'en parle, ça me. Mmh. C'était un super moment. C'était un Ouais, très super beau moment. moment. Énorme, énorme. Ouais, c'était très très belle expérience. Et c'était pas comme maintenant, on était moins nombreux, donc on se Mmh. connaissait quasiment tous. Ouais. On était tous des potes. Mmh. Et enfin voilà, on était à des kilomètres, Paris, moi, province, dans ma ville de Cognac. Mais on se connaissait parce que bah, on se voyait sur les événements, des fois de jiu-jitsu, des fois de grappling no-gi, sur les compétitions MMA et tout. Et puis ben on était les premiers, donc on se serrait les coudes, hein. Ouais, C'est-à-dire que vous quand étiez un tous Français partait dans au combat, mmh. allez, Mmh. vas-y, hein, et puis tu le démontes. Voilà. Ouais. Alors que maintenant, on est un peu pour les Français, mais on est aussi, et c'est normal, hein, ça se développe, il y a de plus en plus de combattants, Mmh. tout l'Internet, il y a des plans de carrière et tout. Sincèrement, nous, on n'avait pas forcément de plan de carrière, hein. Nous, on Mmh. disait, tu veux aller te battre? Ouais, bon, on y va aller. Et Ouais. voilà, c'était un peu ça. Ouais, vraiment, c'est beau ce témoignage que tu nous livres là sur Mm. les précurseurs, quoi. C'est un moment de l'histoire Ben, du ouais. MMA en France et c'est vrai que Il y vous a étiez une tous petite dans part de la même nostalgie galère. quand j'en Ouais. parle et tout, parce que on dit qu'il faut pas vivre dans le passé, mais moi, Mmh. je me plais à vivre et à repenser à ces moments-là parce Ouais, que bien sûr. je m'en sers de motivation pour maintenant, parce que j'ai fait ça et ce qui me permet encore de pousser, de booster les plus jeunes. Voilà, je Ouais. me sers de mon passé pour Mmh. booster mes élèves de maintenant, mes combattants de maintenant. Voilà, c'est Ouais. voilà. Et donc, là, on est revenu pas mal donc sur tout ton parcours dans les arts martiaux. Tu as pratiqué plein de disciplines, tu as poussé l'expérimentation, l'apprentissage, des arts martiaux très loin et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire justement qu'est-ce que les arts martiaux t'ont apporté dans ta vie en termes, je sais pas, de vertus, de valeurs, de mentalité, tu vois? Dans un aspect p Alors, ce que ça m'a apporté de plus, je pense, c'est de la confiance. mmh. Donc, moi, j'ai jamais été très grand Mmh. et j'étais pas le plus costaud non plus.
et j'étais surtout quelqu'un de très timide. Donc, je pense que ça m'a donné vraiment de la confiance en moi, de l'assurance, pas forcément dans le combat, mais dans la vie de tous les jours. Ouais. Que ce soit pour un entretien d'embauche, voilà, je pouvais avoir n'importe quel patron, ça pouvait être le grand patron de n'importe quelle boîte. Moi, je Mmh. me disais, je me gonflais avant, je dis attends, j'affronte des gars sur le tatami, je les tords en deux, c'est pas un patron en costard qui va me faire peur. Donc je Mmh. préparais mes entretiens d'embauche avec cette confiance-là. C'est ce que les arts martiaux Ouais. m'ont apporté. Voilà, et on n'en voit jamais le bout. C'est-à-dire Mmh. que même là, à bientôt 51 ans, les arts martiaux continuent à m'apporter, à me calmer sur des moments, des périodes d'une journée, un moment, un truc qui peut m'énerver. Je réagis mal par la colère. Je dis c'est pas ça c'est pas comme ça. Ouais, Mmh. et tous les jours, les arts martiaux doivent apporter à évoluer. Les arts martiaux sont faits pour apprendre à se connaître soi-même, Ouais. voilà, et à se dépasser. Voilà, et on se sert de la technique, du combat pour devenir meilleur. Voilà. Mmh. Mais Super. voilà, Mmh. c'est tout ce que ça apporte pour moi. C'est voilà, Mmh. chacun voit un apport différent ou voit différemment ce que peut lui apporter les arts martiaux. Moi, ça m'a apporté de la confiance, de l'assurance, et puis voilà quoi. Et puis apprendre à se connaître. Voilà, bon, je pense que beaucoup diront ça aussi. Ouais, ouais. Très Ça a beau. aussi à vaincre certaines peurs, je pense. Mmh. Parce Ouais. que quand tu fais quelque chose mais que tu n'as aucune crainte et tout, bon, c'est pas du courage. Mais par exemple, rentrer dans une cage, c'est pas non plus le truc que tu te lèves le matin, tiens, je vais rentrer dans la cage. Ça, il y a toujours une petite crainte quand même. Donc Ouais. tu rentres dans la cage et tu te dis bon voilà, là tu dépasses tes limites, c'est de la confiance en soi et tout ça, ça sert dans la vie de tous les jours. Voilà, Ouais. je le vois comme ça moi. Mmh. Et est-ce que, à l'époque où donc tu étais très actif en MMA, jiu-jitsu brésilien en tant que combattant, on parlait de préparation mentale, d'entraînement mental et tout ça? Alors, je pense que ça existait, il devait y en avoir, Ouais? mais moi j'ai pas, je vais dire, j'avais pas besoin de ça. Mmh. Mon mental, je me le faisais avec moi et avec les professeurs que j'ai eus. Ouais. Et Par comment ça se exemple, en passait alors judo, ça? j'ai eu des professeurs, les frères de Coster, Mmh. notamment j'ai eu, ils sont trois, Bruno, Serge, Jean-Pierre, et j'en ai eu deux, j'ai eu Bruno et Jean-Pierre de Coster. C'est des personnes rugueux en judo, Mmh. mais avec un mental de ouf. C'est-à-dire que quand on s'entraînait, c'était la guerre sur le tapis. Le judo à Cognac, c'était pas le judo comme on peut voir maintenant dans les clubs. On était nombreux sur le tapis, beaucoup d'adultes et beaucoup de bagarreurs. Beaucoup des gens qui aimaient on appelle ça en termes en judo chougner. On chouignait la gueule parce que quand on s'attrapait le kim, il y avait des coups de tête qui passaient et puis on jetait. Mmh. Et c'était des voilà. Et seulement ça, rien que ça, quand tu fais ça depuis l'âge de 13, 14, 15 ans jusqu'à tout le temps en compétition, tu te forges un mental. Et moi, je me suis jamais senti comme un compétiteur. En judo, j'ai eu un niveau national, mais j'ai pas été le meilleur des judokas. Mmh. Mais parce que je voulais pas faire que du judo, moi. Moi, je voulais faire du jiu-jitsu traditionnel, avec de la selle défense, des trucs comme ça, mettre des coups de pied. Voilà, je voulais faire manier les armes. Voilà, j'ai un passionné d'arts martiaux. Mmh. Et mais par contre, j'aimais la compétition. J'aimais combattre. Mais un compétiteur, c'est celui qui va faire son calendrier, qui va gérer, enfin préparer son poids Ouais, et tout ça. ouais. Moi, je suis plus un combattant qu'un Mmh. compétiteur. D'accord. Voilà. Ouais. Les titres et tout, c'est pas ce que je recherchais. Moi, je voulais me battre. Je voulais me Mmh. battre et montrer que je pouvais battre lui, que je pouvais battre lui. Voilà. Et c'est une autre mentalité. Et du coup, quand tu réagis de cette manière-là, ton mental, il n'est pas pareil parce que tu te bats pour, on va dire, ton honneur, ta fierté, un ego, mais pas un mauvais ego, un ego qui booste. Mmh. Euh, et quant à ce mental-là, j'ai pas besoin d'aller voir un préparateur mental. Parce que quand je rentre dans la cage, je sais très bien pourquoi j'y suis. Et Mmh. que celui qui est en face, va falloir qu'il soit prêt, parce que moi, je suis prêt mentalement, je me suis entraîné et je vais te battre. Mmh. Et Ton le mental, mental ouais, il c'était s'est ça, quoi. forgé vraiment dans cette combativité, qui t'a Mm. été inculquée par tes professeurs, quoi? Je pense que ça a beaucoup joué, oui. Ouais. OK. C'est ma Le judo m'a formaté en tant que combattant. Un judoka,
est un vrai combattant. Mmh, mmh. C'est souvent même on l'entend, hein, même dans les salles de jiu-jitsu, on dit: «Oh mais tu viens du judo toi?» parce que le gars il Mmh. grippe, il est fort, il est Ouais. rugueux, il rentre. C'est pas pour rien, c'est que le gars, Mmh. on est habitué au dur, on est habitué à se mettre dans le mal. Mmh. Et rien que, il y a des exercices en judo, des batailles de kumikata, c'est la bataille de garde où faut Ouais. Mmh. fais 5 fois 1 minute de bataille de kumikata avec un gars qui tient et qui t'agrippe. Tu vas voir le Mmh. cardio qui monte, les coups de manchette qui montent parce qu'il monte la main ou s'il se secoue. C'est Ouais. rugueux le judo. Ouais. Et quand tu fais ça toute ta vie, le combat, tu connais. Hein. Mmh. Mmh. Voilà. Après, des judokas, ben, ils sont pas habitués au coup, donc ils peuvent avoir peur du coup. Mmh. Mais bon, moi, j'ai eu une jeunesse où il y a eu des bagarres de rue. Hein. Donc, les coups, ben, ça me faisait pas peur. Mmh. Donc, ben voilà, et toute cette vie qui fait que j'ai eu, ces expériences, et Mmh. ben voilà. Tu jamais ressenti de stress lors de tes combats en MMA, jiu-jitsu brésilien? Si, je pense, il y avait du stress, mais c'était un Ouais, bon stress. OK. J'étais pas renfermé sur moi. Mmh. J'avais un stress qui me, OK. fallait y aller, quoi. C'était mon cadeau. Ouais. Et on peut regarder sur les vidéos qui traînent sur YouTube de mes combats. Quand je rentre, j'ai le sourire. Mmh. OK. J'ai toujours le sourire. Je faisais pas de tête de vénère, des têtes d'agressif, parce que déjà, je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis pas quelqu'un d'agressif, méchant. Je suis Mmh. combattant. Mais donc, je rentrais avec le sourire, mais parce que là-dedans, là, quand ça allait prêt, combat. Mmh. Voilà, ça y est, j'étais prêt, quoi. Je savais que je suis venu là, c'est pour me battre. Hein. Donc, je Ouais. pouvais rentrer avec le sourire parce qu'une fois que ça allait partir, mon visage, il changeait. Ouais, tu arrivais à garder des émotions positives Un, malgré le un, stress que ça pouvait générer et tout ça? Et c'est ça que dans la préparation mentale que les gens font peut-être, parce que ce Mmh. stress-là peut les grignoter de l'intérieur, Ouais. l'attente du combat. C'est des fois Mmh. quand on fait un main event ou un co-main event, quand on combat tard dans la soirée, c'est Ouais. l'attente. Quand on attend, on peut penser, réfléchir, cogiter, se dire ah, ou on se dit euh, ah mais s'il met une droite, ah je vais faire ça. Voilà, on Ouais, commence à se mettre des idées mmh. comme ça, et ça c'est pas bon, Ouais. c'est pas bon. Donc, ouais, j'avais ce bon mental, moi, Ouais, super. qui me boostait. Je pouvais dormir avant un combat. Je pouvais dormir. Et donc, tellement que j'étais bien. Je buvais même une bière la veille. Donc, c'est pour te dire. Hein. Mais quel, serait du coup le moment le plus stressant de ta carrière de combattant? Ça a été quoi le moment le plus stressant? Ou peut-être Le plus ce stressant. jour-là, ce combat-là, ce moment-là, tu as ressenti un stress, plus important que d'habitude? Ouais, bah, écoute, je cherche. Et ben, peut-être un combat que j'ai perdu en même pas 1 minute Ouais, contre un copain brésilien qui s'entraîne à RFT contre Luciano Azevedo. C'était à Liverpool et je dois perdre en 40-50 secondes par un Anaconda Choke. Je fais un ouais, double leg à 2 km et je pense que pourtant moi j'étais préparé, je voulais me battre contre lui, mais je savais qu'il avait déjà battu une fois De La Riva, je crois, en Nogi. Il avait battu José Aldo aussi. C'est le premier combat de José Aldo, je crois, et il est à l'affront OK, de Luciano Azevedo et Luciano le bat. Et je pense que peut-être ça, je me suis dit, là, c'est un gros client, il faut que je fasse attention, voilà. Je mmh, pense que c'est peut-être le combat qui m'a fait peut-être le plus cogiter. ouais. Par rapport au palmarès ou à la réputation qu'il pouvait Et ben, avoir, le palmarès, à la rigueur, c'est pas ça que j'ai regardé, c'est les noms qu'il avait affrontés. ouais, 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 Alors, en ouais, MMA, il n'a pas affronté De La Riva, mais on m'a dit, oui, il a affronté De La Riva, il avait réussi à battre De La Riva, mmh, ça, en Nogi. ouais, Et par contre, il avait battu José Aldo déjà. Donc José Aldo n'était pas le José Aldo qui a tout gagné derrière. Mais bon, c'était un nom, voilà. Donc bon, mmh. voilà. Et ouais, et aujourd'hui, donc toi, tu as vraiment un rôle de cadre, même peut-être de mentor, dans ton académie, dans les différentes académies Pythagore, mais aussi au sein de l'équipe de France, de Newaza. Qu'est-ce que tu vois de la perception que peuvent avoir les jeunes, justement, de la préparation mentale, du mental et cetera? Est-ce qu'ils l'intègrent à leur entraînement? Quelle vision ils en ont un peu aujourd'hui? Je trouve ça bénéfique et positif. Il y en a, je connais beaucoup d'athlètes qui ont recours à la préparation mentale et ça les aide.
Ouais. Parce que sur le retour qu'ils ont, il dit: «Ah, ça m'a fait du bien la prépa, je me sens bien, je continue», voilà. Même des préparations mentales à distance, ça Mmh. aide, ça permet de focaliser et je c'est pas parce que moi j'en ai pas eu ou j'en ai pas forcément eu besoin, je comprends que certains peuvent en avoir besoin et je trouve ça très, très bien qu'il y ait des gens compétents dans ce domaine-là qui puissent apporter leur expérience à des athlètes et leur permettre de performer. Mmh. Toi, tu vois que ça a un impact positif à la fois sur leur bien-être et donc sur leur performance? Ouais, Ils sont plus sereins, ils sont plus oui, apaisés dans leur mmh mh, compétition et tout tout ça, à ouais? fait. OK. Mmh. Et justement, donc tu vois une grosse différence par rapport aux anciennes générations qui peut-être avaient moins enfin, Beh, c'était moins connu, on avait moins recours je à vois ça. l'ancienne génération comme des guerriers, moi. Mmh. Et c'est des gens qui partaient au charbon et tout. Et j'ai l'impression qu'on n'avait pas besoin de ce truc mental. Ouais. Parce que c'était pas pour faire de la carrière comme maintenant. Mmh. On allait au combat parce que on aimait le MMA puis on voulait se battre. Alors que maintenant, j'ai l'impression qu'on a besoin d'une prépa mentale parce qu'on veut un plan de carrière, on veut réussir, on veut décrocher, pour certains aller à l'UFC, pour d'autres, Mmh. et ils se mettent tout seuls un stress en fait. Ouais. En voulant faire ce plan de carrière, ils se mettent du stress. Alors que nous, on n'avait pas de plan de carrière, il y en avait pas. Ouais, Déjà, ouais. c'était interdit en France. Les Français, bon bah, quand on pouvait trouver un combat à l'étranger, c'était le top. Et voilà, et il n'y C'est avait pas de super plan de carrière intéressant chez ce nous, que tu ça dis n'existait parce pas. que ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est ce qu'on dit souvent en préparation mentale. Dès lors que tu te concentres sur le résultat, en fait, tu es mort parce que ça va générer trop de stress, trop de pression et tout ça. Alors que dans ce que tu dis, toi et ta génération, vous étiez juste concentrés sur le combat, le fait de combattre. Exactement. Et c'est Vous ce que êtes je le t'ai dit meilleur tout à artiste l'heure. martial, ouais. Moi, je me suis jamais considéré comme un compétiteur, mais Mmh, comme un mmh. combattant. Du coup, Ouais. j'ai pas le même stress. Eh oui, Je oui, m'en fous c'est de clair. gagner ou de perdre. J'en ai rien à foutre. Ouais. Moi, je veux me battre. Et je Mmh. vais donner le meilleur de moi-même sur chaque combat. Alors du coup, bah, comme je donne le meilleur, bah, moi, ça m'a permis de gagner plein de trucs. Voilà, Mmh. mais j'ai perdu aussi plein de combats. Et ouais, ouais. Mais Mais c'est clair. ça n'a enlevé zéro motivation chez moi. C'est pas parce que j'ai perdu. Quand j'en vois mettre des coups de pied, Dieu, oh là, c'est pas vrai, ou fondre en larmes et tout. Je dis, mais les mecs, c'est du sport, bonhomme. Ouais. Enfin, t'as Ouais, mais perdu un combat, ben voilà, mais c'est pas, je réagis pas pareil, on ne réagissait pas pareil, mmh. franchement. C'est quelque chose, moi aussi, que je répète tout le temps, soit dans le podcast, soit aux athlètes que je peux accompagner, qu'en fait, il faut vraiment s'en foutre de gagner ou de perdre. Mais pour un compétiteur, lui dire ça, ça peut C'est être, dur. violent, ça peut être dur. D'où Donc peut-être la prépa mentale maintenant. mmh, Mais ouais, ouais, après, je pense, à un état d'esprit aussi, hein. mmh. Je, Justement, toi, maintenant que, voilà, tu as connu l'ancienne génération, comment ça se faisait, comment vous abordiez le combat, même mentalement et cetera. Tu vois ce qui se fait aujourd'hui en termes de préparation mentale, comment les plus jeunes abordent ça. Dans quel état d'esprit aujourd'hui, toi, tu penses qu'il faut aborder, ces sports-là que sont le jiu-jitsu brésilien et le MMA? alors, ben, moi j'ai une vision martiale, donc c'est l'épanouissement de la personne et tout ça. Donc j'aime la compétition, mais pour moi c'est pas le but. Mmh. Voilà. J'aime la compétition, j'aime que mes élèves aillent en compétition pour qu'ils se testent, pour qu'ils gagnent et tout, parce que ça satisfait un petit peu son ego aussi, de gagner la médaille, d'avoir un titre. C'est bon pour un club parce que ça fait une très belle vitrine. Ah bah ce club gagne beaucoup de médailles et tout, mais c'est pas du tout le but final. Donc je suis pas un enseignant tourné exclusivement vers la compétition parce que c'est pas ça qui me motive, c'est pas ça qui m'intéresse. Je connais beaucoup de personnes qui sur le tapis pourraient battre des champions, mais vraiment et qui font pas de compétition. Mmh. Alors peut-être que s'ils allaient en compétition, le stress les ferait pas gagner. Mmh. Voilà, parce que c'est ça aussi la compétition. Faut gérer Ouais. ce côté stress et de ça. Mais je les vois faire un jujitsu. C'est du beau jujitsu. C'est des mecs qui tournent fort. Et pourtant, ils sont inconnus en compétition parce qu'ils n'aiment pas ça ou ils ne veulent pas faire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils gagneront en compète, comme je l'ai dit, Ouais, parce ouais. que peut-être que le stress les bloquerait, ils ne feraient pas le même jujitsu qu'ils font à la salle. Et ça, c'est connu, c'est beaucoup de gens font ça. Mais voilà, moi, je vois plus le jujitsu, le judo et tout, comme un épanouissement de la personne et tout. Voilà.
Ouais, vraiment un esprit martial quoi, Ouais, de je suis développement, vraiment comme ça. C'est yes. vraiment. Donc on peut me dire oui, mais tu vois pour la compète, oui, mais je sais, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Mmh. Faut faire de la compétition pour se tester. C'est un test en fait. C'est juste un test. Si tu bases toute ta pratique sur la compétition, qu'est-ce qui va passer le jour où tu gagnes plus, ou le jour où tu es blessé, ou t'as rien à côté, où t'as tout axé sur toi, ta personne, sur ta compétition, ton entraînement perso, tu vas t'entraîner à droite, à gauche, ouais. Tu dis pas, t'es pas dans ton club pour faire évoluer ton club, partager, faire pérenniser ton club. Si t'as pas une pratique où tu t'épanouis à prendre du plaisir, si tu vois que compétition, le jour où ça s'arrête, eh mais bonhomme, t'arrêtes le sport, alors t'arrêtes ton sport. Mmh. Eh ben, mais Ouais, ces gens-là, c'est pour vrai. moi, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Parce que la compétition, c'est ça. L'art martial, c'est Mmh. ça. C'est, Ouais, voilà, c'est, alors moi, que j'ai une vision ouais, comme ça. Mais ouais, je ouais. respecte les gens qui voient que la compétition. Je les comprends. Je suis pas d'accord avec eux, mais je comprends parce que c'est grisant la compète. J'en ai fait Mmh. beaucoup, hein. Donc c'est grisant de gagner la médaille, passer dans les revues, avoir des interviews, de voir les autres dire oh là qu'est-ce qu'il est fort lui, t'as vu comment il tourne. Ben, c'est Ouais. bien. Mais c'est vrai qu'à la fois, j'ai l'impression que ceux qui réussissent le mieux, qui performent le plus, c'est à la fois ces gens qui sont des gros compétiteurs, mais qui aussi sont des passionnés de leur art martial, qui vouent vraiment un amour pour ce sport-là et qui ont Mm. envie de progresser, d'apprendre, de se développer personnellement, même spirituellement. Il y a peut-être un côté mystique aussi derrière. C'est Oh, ces personnes-là je pense, hein. qui continuent et qui, même si du coup subissent des défaites, bah, continuent à s'entraîner, à progresser, à vouloir évoluer, quoi. Ouais, moi je pense que oui, il y a tout ce côté-là. Ce que le jiu-jitsu brésilien a vraiment apporté, et on a dit le BJJ lifestyle, c'est un Mmh. peu ça. C'est le côté combat, des kimonos un peu colorés, se mettre à manger certaines choses, tu vois, je sais pas, des Mmh mh. açaï bowls, des trucs comme ça, manger. Mmh. Voilà, c'est tout ce côté un peu brésilien et de ça. Voilà, c'est un mode de vie, Mmh. le jiu-jitsu. Mais tu Ouais. peux retrouver aussi ce mode de vie différent dans le côté japonais. Ce côté posé, ce côté plus serein, se servir une tasse de thé chaude après un bel entraînement parce que ça Ouais. apaise l'esprit. Tu viens de malmener ton corps, te mettre à mal, à mal, à mal, et tu te poses avec deux, trois camarades et tu dis, on fait un thé chaud. Toi, surtout l'hiver, Mmh. et tu prends ton thé en discutant. Ah, c'était sympa, t'as vu la technique qu'on a fait? Ah Mmh. oui, mais on pourrait faire Mmh. ça. Mmh. Ce côté apaisé, voilà, voilà, il y a Ouais. plein de choses. On peut amener plein de choses autour. Dans l'art martial, le sport de combat, il y a plein de Ouais, trucs. ouais, ouais. C'est ça qui est génial. C'est Et ça qui est dans génial. l'aspect vraiment traditionnel des arts martiaux, justement, cet aspect, martial, des vertus, des valeurs, de l'entraînement mental, il était au cœur de la pratique. J'en parlais avec Michael aussi. Bah, pour moi, oui. Ouais. Pour certains, c'est vraiment que compétition. Mmh. Je le vois bien. Ouais. C'est vraiment très compétition. C'est le Moi, par passage de exemple, j'ai l'art ma fille. martial au sport de combat un peu, quoi. Comment? C'est le passage de l'art martial au sport En de combat. combat, au sport de compétition. Et après, je pense qu'il peut y avoir une étape, hein. Mmh. Des gens peuvent être très compétition et qui comprennent que petit à petit, ben, hop, ils vont rentrer plus dans l'art martial, se poser, trouver des concepts, parler. Voilà, voilà c'est ça l'évolution aussi, hein. Savoir évoluer soi-même. Quand on est un passionné, il n'y a pas qu'un chemin. Il y a Mmh. plusieurs chemins qui peuvent mener, on dit judo, karaté, do, voilà, qui Mmh. peuvent mener à la voie, le do. La voix, Voilà, ouais. il y a plusieurs chemins. Et Ouais. le jiu-jitsu brésilien, on dit c'est un sport de combat pour certains. Pour moi, c'est un art martial, le jiu-jitsu brésilien. Ouais, ouais, ouais. Ça dépend comment tu le conçois dans ta vie, Mmh. dans ton enseignement, dans ta pratique. Mais Ouais, pour moi, c'est un art martial. ouais, Voilà. ouais. Énorme. Pour, peut-être finir sur cet aspect compétition et tout ça, là, il y a les championnats de France de jiu-jitsu brésilien qui arrivent, à la fin du mois de juin. Quel conseil tu donnerais à un athlète qui se prépare et qui essaie de s'améliorer là, pour les championnats de France? Et ben déjà de continuer à s'entraîner dur. Ouais. Voilà. Se mettre des bonnes ondes positives dans la tête. Pas se Mmh. fixer sur la médaille et tout, mais s'entraîner dur. Préparer, ben, euh,
peaufiner sa technique favorite, par exemple. Hein. Si c'est un guardero, il aime bien la demi-garde, par exemple, et ben qui peaufine sa demi-garde, qui trouve s'il part par là, je fais ça, s'il part par là, je fais ça. Voilà. Et puis qui travaille aussi, qui fasse sa préparation physique, voilà, un entraînement classique d'un compétiteur, mais qui se Mmh. focalise pas forcément sur le titre. Mmh. Mmh. Voilà, OK. c'est ce que je dis à mes élèves. Et je dis, vous allez en compétition, le résultat, je m'en fous, mais donnez le meilleur de vous. Si vous montez sur le tapis, c'est pour vous battre. Si vous montez avec le dos rond, voilà, l'autre le voit, il aura peur. Si vous montez avec le dos rond, il va le voir et psychologiquement, il prend un ascendant. Mmh. Donc, non, montez sur le tapis, donnez le meilleur de vous, battez-vous. Battez-vous, que ce soit 5, 6, 7, 8, 10 minutes, mais battez-vous. Ne laissez rien à l'autre, donnez tout. Voilà, quand tu fais ça, tu peux pas être déçu. Tu gagnes, tu perds, tu as donné le meilleur de toi. C'est que l'autre était meilleur aujourd'hui. C'est tout. Peut-être que demain, c'est toi qui le battras. Mais tu as donné le meilleur de toi. Donc tu peux pas être déçu. Tu as perdu juste parce que l'autre est meilleur. Et c'est ça qui est bien. Si on était Ouais. sûr de gagner à chaque fois, je vois pas l'intérêt de faire de la compétition alors. Mais Super. non, Super c'est message, ouais. voilà les conseils que je donne. Mmh mh. Et ça rentre dans l'art martial encore. Ouais, ouais et dans la Mm. préparation mentale, en fait, ça touche un peu à ça aussi, c'est Voilà, et ça? pourtant, j'ai pas du tout fait de préparateur, je suis pas préparateur, mais je parle de mon expérience, de mon Ouais. vécu, et c'est comme ça que je fais. Mmh mh. Je dis pas que ça passe à tout le monde. Hein. Moi, ce que je déteste, par contre, c'est devoir motiver un élève à combattre. OK. Ça, Ouais. j'aime pas ça. Tu Non, penses si qu'il tu devrait vas être en compétition, si tu vas motivé? au combat, Ouais. ne me demande pas moi de te motiver à combattre. Tu vas Mmh mh. combattre, ta motivation, tu dois l'avoir toi. Moi, je suis Mmh. là pour t'apporter une aide technique, un boost et tout. Mais ta Mmh. motivation, c'est toi qui m'as demandé, c'est toi qui vas aller combattre, c'est toi qui veux faire ci. Donc, Mmh. n'attends pas de moi de te dire, allez, allez, faut bouger, allez, arrête, vas-y, allez, relève-toi. Non, 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 non. Mmh. Et c'est toi qui, ta motivation, tu te la prends toi-même. Hein. OK. Voilà, ça j'aime pas, hein, devoir motiver quelqu'un pour aller combattre. Ouais. Si je dois motiver quelqu'un, je vais lui dire, je serai toi, j'arrêterai de combat. Tu vois, t'es pas dedans, t'es pas motivé. Si Mmh. tu veux te battre, c'est pas à moi de te dire, allez, Ouais, entraîne-toi dur, ouais, ouais. bats-toi. Voilà. Moi, je t'apporte les outils pédagogiques et les outils techniques. Ouais, c'est très juste et du coup, ça peut être un autre conseil qu'on pourrait donner, peut-être à ceux qui vont faire les championnats de France ou n'importe quelle compétition, c'est d'être au clair sur leur motivation, de C'est savoir ça. pourquoi ils font ce sport-là, pourquoi ils vont faire cette compétition, qu'est-ce qui les pousse à faire ça et par exemple, le poser par écrit, ça peut être un exercice Bien aussi de sûr, ça poser ses peut. Il y en a qui motivations par préfèrent écrit. écrire, bien sûr. Mmh. Ouais. Et et pas aller faire de la compétition pour faire des photos Instagram, pour se montrer avec la médaille, le machin. Vous avez vu, j'ai fait ci. Mmh. Enfin, il y en a, Ouais, ils sont plus Instagram. Bon, moi, j'essaye de m'y mettre aussi, hein, au niveau mmh. des réseaux sociaux, je commence, hein, Ouais, mais c'est chiant. Et il y en ouais. a, j'ai l'impression que ils sont plus champions du monde d'Instagram, d'Internet Mmh. que d'entraînement et de sueur sur le tapis. Mmh. Ouais. Il y a Pas une forcément interview une d'un ancien motivation, judoka, ouais. très grand judoka, Jean-Paul Coche, et on lui avait posé une question lors d'une interview. On lui a dit, qu'est-ce que vous pensez de la génération des judokas de maintenant et tout. Il dit, ah, préparation, ils sont meilleurs, sont plus techniques et tout ça. Mais il leur manque un peu de sang dans la bouche. Ça veut tout dire. Ouais. Ça veut tout dire. C'est que peut-être qu'avant, eh ben, on avait moins de connaissances parce qu'il y avait déjà, il y avait pas tout ce côté internet, tous ces profs Mmh. formés à l'ancienne et tout. Voilà, il y avait Mmh. pas tout ça. Mais on avait ce petit truc dans la bouche qui dit, toi, mon bonhomme, je vais t'arracher le bras. Mmh. Et peut-être que maintenant c'est différent. Enfin, je pense que c'est Ouais, différent même. ouais, ouais, ouais. Ouais, tu dois le voir toi, tu es Ouais. au Faut écouter contact cette direct. interview. Je sais plus. C'est Parole de judoka. Je sais plus. C'est OK. Jean-Paul Coche. J'essayerai de la Ouais, trouver, c'est une de interview regarder. enfin, ça parle. Tu sens Mmh. qu'il y a un gros vécu parce que à cette époque-là, c'est pareil que nous quand on doit aller au début, on devait aller au Brésil. Hein. On y allait pour prendre des raclés. Et ben quand les judokas français allaient à Tenerife au Japon, Mmh. et Il se faisait fallait y maltraiter. aller parce que là c'est pas Copacabana avec les palmiers et puis les noix de coco. Hein. Ouais, Là c'est le Japon et c'est les Japonais, c'est un peu rugueux. ouais, c'est Donc quand austère, t'allais ouais, là-bas, c'est tu te fais jeter contre les murs, contre les poteaux de la salle de tannerie.
C'était pas pareil, hein. Mmh mh. Donc, Mmh mh. fallait un peu de sang dans la bouche pour y aller. Ouais, à la dure un peu. Ouais, ouais, ouais. Et on parle d'échecs, de réussite justement et de sortir un peu de cette obsession-là, de gagner, de perdre et peut-être même de se dire que l'échec peut être une formidable, façon d'apprendre, de s'élever aussi d'une certaine manière. Toi, quel a été ton plus bel échec et pourquoi? Plus bel échec. Mmh. Un échec qui a été finalement formateur, qui a été source d'apprentissage? Je sais pas si c'est des échecs, ça peut des fois des erreurs de parcours, Mmh. peut-être d'avoir mal conseillé à un moment donné: «Mince, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas» j'ai pas d'exemple, concret là, OK, OK. mais j'ai fait des erreurs et j'en fais encore, hein, c'est voilà, mais ouais, ce qui peut m'embêter, c'est d'avoir essayé de dire, d'avoir essayé de driver comme ça et puis mince, c'était pas bon. Ou peut-être d'avoir drivé dans le bon sens, et de pas avoir été assez convaincant pour que la personne m'écoute et aille dans le bon truc. Mmh. Voilà, ça peut être des échecs qui m'ont embêté. Mais pour moi, je regrette pas mon parcours de vie. Mmh. J'ai fait des gros échecs, des trucs, c'est arrivé, mais je regrette pas parce que au jour d'aujourd'hui, au jour où on parle là tous les deux, je me sens bien, je me sens fort là, je me sens fort physiquement, même si le corps, bah, il vieillit, hein, mais je me sens fort, je m'entraîne quand même tous les jours. Donc, Mmh. donc voilà, je pense que ces échecs, c'était des boosters, Chouette. comme tu l'as dit juste avant. Mmh mh. Voilà, mais j'ai pas de gros échecs concrets à raconter là. Enfin, Mmh. j'en vois pas là tout de suite à te dire. Et ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, bah, je pense d'avoir gardé cette passion intacte, Mmh. d'être, je suis comme au premier jour. Là, bientôt 51 ans, j'ai commencé à 13 ans, la passion, c'est la même. Et qu'est-ce qui C'est te ça n'a pousse, rien à changer, ça n'a pas bougé d'un iota. Je lis toujours mes bouquins, mes trucs, je vais à chercher des vieux bouquins, je cherche, je regarde tout le temps, tous les matins, je prépare mes cours pour me tenir à la page sur internet, je vais chercher de ça. Et ma plus grosse réussite, c'est avec mon frère d'avoir déjà créé l'Académie Pythagore. Donc au début, ça s'appelait pas l'Académie Pythagore, hein, c'était Tim Fernandez, voilà. Mmh. Et, et on l'a pérennisé puisque maintenant on est dans la 26e année. Mmh. Donc on a créé une équipe qui perdure depuis 26 ans. Mmh. Ça, c'est une belle réussite. Ouais. C'est une belle réussite et d'avoir des élèves qui sont là depuis le début et qui sont encore là. Voilà. Et d'avoir formé plein d'élèves. Bah, on parlait de Souk. Ouais. Bah, Souk, c'est mon élève et c'est mon ami aussi. Il a créé la Yoda Fight School à Angers, qui est une filiale aussi de Pythagore. J'ai formé Samuel Jude, qui est à La Rochelle, qui a formé Kabuto. Julien Da Silva, qui est responsable technique de Pythagore, Pythagore Cognac. Hugo Gaillard, qui est responsable de Pythagore Angoulême. Voilà, ça, c'est des élèves, ça fait 20 à 30 ans qui sont avec moi. Mmh. Enfin, 30 ans, parce que c'est mes amis d'avant aussi. Mais Ouais, ouais. depuis le début du Jiu-Jitsu, ils sont là. Ils sont avec moi. Mmh. Donc, Trop bien. et ma première ceinture noire, Thierry Chauvin, euh, qui est à Pythagore Angoulême, il est toujours sur le tapis. Il est Ouais. toujours sur le tapis. Mmh. Voilà, ça, c'est la plus belle réussite. Parce que la première chose que, quand nous, hormis la passion du jujitsu, du judo et de ça, avec mon frère, ce qu'on voulait, nous, c'était un moyen de réunir nos copains. Et on s'est servi du jujitsu pour être toujours faire des soirées, des réunions, des repas, des trucs avec les copains. C'était ça. Et c'est pour ça que le triangle Pythagore, il y a trois petits triangles qui forment Mmh. un gros triangle. C'est amitié, convivialité, sérieux. Voilà, amitié parce que c'est ce qu'il y a de plus important, la convivialité et le sérieux. C'est-à-dire quand on travaille le jujitsu, pas en dilettante, on fait ça sérieusement. On travaille vraiment sérieux, mais c'est un ensemble tout. Voilà, et ces trois triangles-là ont une autre devise, nunca, desista et persista. Jamais Mmh. j'abandonne et je persiste. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc, Mmh. ouais, ma plus grosse réussite, c'est celle qu'on a fait avec mon frère de créer Pythagore, Ouais, l'Académie ouais, Pythagore, ouais. et qu'on continue à développer, hein. On doit être, je sais plus, il y a plus de 20 clubs. Mmh. Et Voilà, et on retrouve toujours la même amitié, la même ambiance dans ce club.
Et voilà, hein, je pense qu'en France, il n'y a pas d'autres clubs qui sont aussi vieux. Mmh. Je pense, hein. Mmh. Et aujourd'hui, donc quel serait ton plus grand challenge? Toi qui Alors, continues, ben, à te dévouer, aux j'ai arts déjà martiaux. eu le premier Français homme champion du monde en jiu-jitsu brésilien, en ceinture violette en 2011. En adulte, c'était Julien Da Silva. C'est le OK. tout premier à gagner un titre mondial à l'IBJJF en adulte violette. Mmh. Et je crois que depuis, il n'y en a pas eu. OK. Il a toujours le seul. Après, en fille, il y a eu Laurence Cousin qui a été championne du monde en ceinture noire. Donc, Ouais. plus grosse perf française de tous Mmh. les temps, hein. Ouais, on la salue Et d'ailleurs. mince, une fille qui le fait. Non, Mmh. je rigole. Et, euh, ouais, ta question, c'était Ton quoi? plus grand challenge du coup aujourd'hui? Alors voilà, donc j'ai eu Julien en championnat du monde. Et mon plus gros challenge, j'aimerais bien avoir. Alors j'ai formé plein de très très bons combattants MMA. Ouais. Mais bon, c'était pas légalisé, il y avait pas, c'était pas aussi connu. Mmh. Et là, je pense que j'ai un poids lourd. Ah, il va faire du ménage. Ah ouais? Déjà, rien que, il a que 2 combats. Mmh. Et rien que pour son troisième combat, là, qui va se faire le 17 juin au MMA-GP à Bordeaux, qui est OK, un très super. bel événement à l'Arkea, Ouais. on a essuyé plus de 10 refus. Mmh. 10 poids lourds qui sont pourtant sur Internet, qui veulent tous être combattants UFC, c'est des guerriers. Ils ont tous refusé mon élève. Mmh. On a dû aller chercher un à l'étranger, en Suisse, et là, peut-être, ça y est, il y a un Français qui s'est proposé, donc on attend. Je ne donne pas le nom parce que c'est pas à moi de le faire. Ouais. C'est au matchmaker du MMA-GP à Maury, qui est très compétent et qui fait vraiment un super travail. Et le MMA-GP est un superbe événement. Vraiment, ça, c'est carré. Et là, d'ailleurs, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire, venez le 17 juin à Bordeaux, à Ouais. l'Arkea Arena de Bordeaux. 8500 spectateurs, va y avoir du spectacle. Et Yes. vous verrez mon poids lourd. J'ai un autre élève aussi, Mehdi, qui combat. Mais j'ai un poids lourd, Shems, qui va Shems. faire du ménage. OK. Ouais, ben allons tous voir, Shems combattre Ouais, alors, venez le voir, il va faire du bruit. Vous allez mmh. voir. Et donc ton challenge, c'est d'accompagner au mieux du coup ce combattant-là, Voilà, ce combattant. Alors, j'en ai d'autres, hein. J'ai ouais. deux pros à la salle. J'ai Mmh. Mehdi Nevzi, et j'ai Shems, Mmh. Jeffal. Mais il y a moins de monde en lourd, donc il Ouais. peut accéder plus vite à un gros événement, se faire plus vite connaître en poids lourd. En poids léger, il y a plus de monde, Ouais. c'est plus dur. Mais je Il y a pense plus que Shems, ouais, il peut mmh. aller, on va dire, PNFL, je sais plus là, PFL, ouais. Bellator Bellator, ou l'UFC, pourquoi pas, on verra. UFC. D'abord, il fait encore quelques combats là, Yes. voilà. Et puis en MMA, bah, hier soir, j'ai formé aussi depuis qu'il a, je sais pas, il devait avoir 15 ans. J'ai formé Tona Kroll, qui a Mmh. gagné l'ARES Ouais, encore hier soir par ouais, étranglement. ouais. Bon, bah voilà, ça aussi, c'est un de mes jeunes Padawan. Il Yes. a tout appris à Pythagore, quoi. Énorme, énorme. Ah, après cette carrière, ce parcours impressionnant là, que tu nous as partagé, quelle serait la leçon la plus importante que tu as apprise durant ta carrière? Euh, ne pas se précipiter. Ne pas OK. brûler les étapes, hein, que vieux proverbe français, pas mettre la charrue avant les bœufs. Ouais. Voilà, donc Mmh. ne pas se précipiter et communiquer. Communiquer avec ses élèves, ses amis, ses athlètes. Communiquer, c'est important, se parler, parce que je pense que quand il y a un gros rapport, quand il y a un bon rapport affectif, quand il y a de l'affectif et le dialogue et tout, on peut aller loin. On se comprend, donc des fois on n'a pas besoin de se parler, on sait si ça va ou si ça va pas. Et à partir de là, le coach, l'entraîneur, il peut, il peut se dire, ah, là, il faut que je change mon truc, je sens qu'il n'est pas dedans. Voilà, ou justement, je le vois, ou aujourd'hui, il est bien. On va pouvoir le driver plus comme ça. Voilà, donc, ouais, la communication, et Yes. la OK. patience. Ouais. Prendre son temps, pas vouloir aller trop vite. Parce qu'en Mmh. voulant aller trop vite, on peut se brûler les ailes, Ouais. et du coup, ben, passer à côté d'une belle occasion. Yes. Voilà. Super, Et il y a un super. bel exemple, hein, un Français qui a un bon ami à moi, Cédric Doumsed, Cédric Doumbé, pardon. Euh, Très bon exemple. Il s'est pas précipité.
Mmh. Voilà. Bon, il est 11 fois champion du Glory, donc déjà, Ouais. voilà. Mais en MMA, il s'est pas précipité pour faire son choix de carrière et tout dans le MMA. Il vient de signer au euh, PFL? PFL, voilà. Ouais. Et ouais, c'est un super choix. Mmh. C'est un super choix. Et alors, comme il le dit lui-même, on l'aime ou on l'aime pas, Cédric. Bon, moi je le connais parce que il est d'Angoulême et que Mmh. c'est un Charentais. Moi, je suis Charentais. Et il dit tout le temps, je suis le meilleur et tout, allons ensemble. Et sur sa dernière interview, il y a quelque chose qui m'a touché. Il dit, nous sommes les meilleurs, allons ensemble. Mmh. Voilà, c'est ce côté un peu patriote que doivent avoir les Français. C'est-à-dire que quand un Français, il part au charbon, Ouais. mais c'est tous les Français qui doivent être derrière. Il Mmh. n'y a pas Mmh. de, c'est pas mon équipe, alors voilà. Non, Mmh. mais il y a un Français qui va au charbon, on est tous derrière. Mmh mh. Mmh. Quand Cyril a perdu contre John Jones? John Jones. John Jones, c'est vrai, c'est un top. C'est le meilleur, il a battu tout le monde. Mmh. Mais quand Cyril gagnait, Cyril, il était fort, Cyril gagne et tout. Ouais, ouais. J'ai entendu beaucoup de choses. Moi, j'aime pas trop parler sur des trucs comme ça, mais quand il a battu Darrell Lewis ou je sais plus quoi, c'est un gros Ouais. combattant, il le bat. On peut pas enlever ça au bonhomme. Le Mmh mec, mh. il est monté, il l'a battu, là, Bah, il l'a ouais, ouais, ouais. mis KO. Mmh. Et derrière, il perd vite contre John Jones. Oui, peut-être qu'il est passé à côté de son combat, mais quand j'ai vu des posts pour dénigrer et descendre ce combattant français, ça fait mal. Hein. Ouais. Ça fait mal parce que je suis pas sûr que tous ceux qui ont mis les posts agressifs et méchants sont rentrés dans une cage une fois. On Mmh. fait le parcours et ça. Ah mais Donc, c'est clair. quand un Français y combat, on doit être tous derrière, mais tous, tous, Mmh. tous. C'est ça l'union et l'unité. L'unité fait la force. Enfin non, l'union fait l'unité. N'importe quoi. L'union fait la L'union force. fait la force. C'est voilà, c'est voilà. Yes. Et bon, si moi un jour c'est mon élève qui va combattre, eh ben j'aimerais bien que tout le peuple français se lève derrière, et ben prenne du pay-per-view et voilà, Mmh parce mh. que c'est ça aussi. Il faut comprendre que on l'encourage, mais quand un Français combat à l'UFC, ben c'est bien de prendre le pay-per-view parce que si ça lui rapporte des points et du Ouais. coup il gagne plus d'argent. Ouais, ouais. Et on est combattant, on n'est pas combattant toute sa vie. Si on a misé sa vie sur ça, il faut mettre de l'argent de Mmh. côté derrière pour assurer Mmh. le reste. Mmh. Donc, on doit être solidaire avec ça. Enfin, Yes. C'est vrai. je le dis, d'autres l'ont dit aussi, mais je trouve qu'on n'est pas assez patriote. Ou alors, le français, il est jaloux. Il y en a un qui Ouais, réussit, c'est on est pareil jaloux. dans pour la Ligue des champions quand il y a un club français, enfin c'est un peu pareil, partout, ouais. Ouais, Mmh alors mh. là, le foot, je connais pas trop. Mais voilà, on devrait être plus solidaire. Yes. J'ai aimé par Mmh. contre l'UFC à Paris, toute la salle Mmh. qui a applaudi, encouragé les combattants français. Ça, c'est Ouais, top. Ça, quand ça c'est fait à du bien. domicile, ouais, c'est cool, c'est clair. Voilà. Et ben, faudrait que ce Ouais. soit tout le temps comme ça. Mmh mh. Et pas, c'est pas parce qu'un Français y perd qu'il est mauvais ou que là, on peut passer à côté d'un combat parce que ben, il y a l'émotion. J'affronte un top du top qui a battu tout le monde. Mmh mh. Et ben, ouais, peut-être que je passe à côté de mon combat, mais on remet pas tout en question. Bien sûr, bien sûr. Il y a du respect quand même à Ouais, avoir. ouais, ouais. Et donc, bah, venez soutenir, Shems et les autres combattants au MMA GP là, en juin. Mmh mh. Est-ce que toi, il y a une habitude, une routine que tu as mis en place un jour dans ta vie qui a vraiment amélioré ton bien-être, qui a eu un impact très positif globalement sur ton bien-être, sur Alors, ouais, moi, le matin, je fais du yoga respiratoire, du ouais, pranayama, je fais ouais. du noli. Ça, Mmh. je nettoie toujours mon nez à À l'eau salée? l'eau salée Ouais. exactement. Ensuite, une fois que j'ai nettoyé le nez, donc je fais mon yoga respiratoire. Ensuite, j'enchaîne, ça s'appelle de la gymnastique taoïste. Mmh mh. Voilà, c'est des mouvements qui permettent de compresser les artères pour développer, activer la circulation sanguine pour démarrer la journée. Donc je fais ça. Après, ben, pour essayer de penser s'il y a des lacunes musculaires un petit peu, je fais beaucoup de gainage, Ouais, ouais. voilà. Et après, ben, je prends mon petit déj. Mmh mh. Voilà, donc ça varie. Là, en ce Ouais. moment, je prends des œufs brouillés, un avocat et puis un peu de bacon avec un jus d'orange et une tisane. Mmh. Bon, bah voilà. Mais ouais, les exercices respiratoires donc du yoga, les pranayama, c'est quelque chose que tu pratiques, au quotidien? Ouais, ça fait plusieurs Ouais. années. Ouais.
Et ça a vraiment amélioré ton Et ton ben, bien-être, ça me permet de ton bien démarrer ma journée. ouais. Quand je fais ça, en fait, même avant le petit déjeuner, je finis ma gym Mmh. taoïste, avant mon petit déj, je prends une douche froide. Ouais, Voilà, tous les matins, c'est une douche froide, voilà, depuis déjà plusieurs années. Et ça me, voilà, le prendre sa douche froide, se frictionner après avec la serviette pour réactiver la circulation, mettre ses vêtements et aller préparer mon petit déjeuner. Voilà, ma journée, elle commence bien. ouais. C'est du temps que j'ai pris pour moi. Voilà, et chose que. Alors, il y a des fois où je le fais pas et tout, où j'ai un moment, Mmh. là, la vie fait que je cours, pam, pam, pam. Ouais, Et ouais, ouais. quand je le sens, quand je prends pas ce temps pour moi, Ouais. je m'en veux parce que bah, Ouais, c'est tu te pas sens top, pas quoi. dans le Voilà. même mood, ouais. Donc vraiment avoir cette routine matinale-là, c'est quelque chose vraiment qui a un impact important sur ton bien-être, quoi. Oui. Respiration, mouvement, douche froide, c'est un beau combo ça. Après, ça peut être plein d'autres choses, hein. Mmh. Moi, je sais, j'aime bien aussi aller marcher pieds nus dans l'herbe, dans Ouais. la rosée du matin, parce que les pieds sont réceptifs au niveau de plein d'organes du Mmh corps. mh. Donc, Mmh. marcher dans la rosée du matin, c'est bénéfique. Voilà, j'aime faire ça. Alors, les gens ils vont dire, mais il est complètement, c'est un gourou, Fernandez. Non, 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 mais c'est des choses qu'on a perdues, mais tout à fait. qui peut-être dans les traditions aussi orientales, asiatiques sont Mais vachement plus mises en avant, mais ça fait partie de l'art martial. Il y a un art martial japonais qu'on appelle le Bujitsu Ido. mmh C'est mh. l'art médical. Voilà. Et Mmh. dans le judo, bah moi j'ai eu cette chance-là, hein. Les profs de judo maintenant l'enseignent plus, je pense, parce que bah, ils ne le connaissent plus. Mais Ouais. moi, mon prof de judo m'a appris tout ce qui est Seifuku, Kwatsu. C'est-à-dire c'est plein de petites techniques médicales, Ouais. respiration revitalisante ou purificatrice et de ça. Voilà, tout ça, ça fait partie du judo, mais c'est Et du ouais. judo traditionnel. Donc les gens, c'est ce que Et je oui. disais, les gens voient compétition, mais Mmh. c'est ça la compétition, c'est tout petit. Ouais. Dans le reste, c'est énorme tout ce qu'il y a à apprendre. Et en C'est une plus, tout connaissance. ça t'aide Quand, vachement dans la compétition. Tout ce qui est respiration, qui est bien sûr, voilà, bien-être, équilibre, c'est hyper important. et quand je vois en jiu-jitsu, il y en a, ils subissent un étranglement, ils partent en syncope, je vois les gens lever les jambes. Mais ça me fait Mmh. rire parce que ça sert à rien. Ça Ouais. sert à rien du tout. Voilà, moi, quand des élèves prennent une syncope au club, je fais juste ce qu'on appelle un quatsu, c'est ikwatsu, et je le ranime avec mes mains. Voilà, il n'y a pas besoin de lever les jambes, ça sert à rien. Ouais. Un saignement nez, pareil, j'arrête les saignements nez avec mes mains. Mmh. Il y a un point derrière, un point d'acupuncture, tout, qui est juste à l'occiput. Il y a une façon de le travailler, de le masser, ça arrête le saignement de nez tout de suite. Voilà, tout ça, c'est de la médecine du judo Ouais. qu'on apprend. Bah, Voilà, oui, les non, mais coups dans c'est les génial. testicules, pareil. Il y a des Mmh. points sous la voûte panthère, il y a un point qui touche, ou juste en bas au niveau des lombaires, tu mets un petit coup de pied au niveau de la base lombaire, ça enlève directement la douleur aux testicules. Donc c'est Mmh. des choses, voilà, voilà Ouais, que moi mes génial, maîtres en génial. judo m'ont appris et j'ai cette connaissance. Mmh. Et c'est pour ça que je dis que la compétition, il n'y a pas que ça. Ouais, et tout ça, c'est vrai que ça s'est vachement perdu, alors que c'est super utile, même dans une optique de performance, de Bien voilà, sûr, tout cet aspect-là un peu thérapeutique, bien-être, équilibre, même la méditation, hein. Les samouraïs, c'était des bien zen, sûr, donc méditer, hein. ils passaient leur temps aussi à méditer et Moi, je me ouais, suis mis à c'est la pêche. Tu vois, c'est une ouais, forme de méditation, ouais, mais ouais, ouais. Mmh. Mais c'est bien, tu es en communication avec la nature. Et Mmh. voilà. Donc là, je me suis mis à la pêche il n'y a pas longtemps, hein, il y a 2 mois, je crois. Mmh. Ouais, j'ai acheté Même tout mon matos. même les exercices de respiration, c'est très méditatif aussi. Quand on les fait, on est concentré, on est en pleine conscience, on est voilà, on est présent à ce qu'on fait. Donc c'est hyper important d'avoir des Mm. routines comme ça aussi pour, alimenter son bien-être, son équilibre personnel. Très Ouais. important. Ouais, ouais. Est-ce, quel est le livre qui a eu le plus d'impact sur ta vie dernièrement? L'esprit du judo. Pas le magazine? Non, Il pas y le a un magazine. livre? C'est un Ouais? livre qui a été écrit par Jean-Lucien Jazarin Ouais, et qui m'a été offert par mon père. ouais. Donc, c'est un vieux livre, hein. C'est Mmh. l'esprit du judo. Et on OK. comprend tout dans ce livre. On comprend ce qu'est l'art martial. Donc, moi, j'ai dû le lire plusieurs fois quand même. Ouais, 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 bien Parce sûr. que j'ai pas tout compris au début, hein. C'est assez, Ouais, il y a des moments où c'est compliqué et c'est assez philosophique aussi. Mais c'est ce judo, ce jiu-jitsu, cette pratique qui me plaît.
Ouais, ouais. Voilà, donc pour répondre à ta L'esprit du question, c'est L'esprit du judo de Jean-Lucien Jazarin. super, c'est noté. Hem, je suis en train de, fabriquer une petite playlist méditation. Donc à chaque fois, je demande aux invités s'il y a une musique qu'ils aimeraient, partager, qu'ils écoutent peut-être à l'entraînement ou en compétition, qui les motive ou qui les met dans un bon mood. Est-ce que tu aurais une chanson, une musique à nous recommander? Alors moi, mes musiques préférées? Ouais, ta musique, toi, je sais pas, qui quand tu penses à jiu-jitsu brésilien, MMA, tu as une musique qui te vient en tête, que tu aimes bien écouter? Bah, en ce moment, j'aime bien, mince, comment ça s'appelle? Extra Lesson d'Alkaline. OK. Je mets ça et j'aime bien un chanteur brésilien, MC Lippi. Je trouve, quand je m'entraîne en Ouais? jiu-jitsu, j'aime bien mettre ça. OK, MC Lippi, cool. OK. Ouais. Énorme, énorme. Yeah, beh, écoute, Emmanuel, on va arriver, à la fin du podcast. C'était vraiment, un plaisir hyper inspirant, hyper passionnant de revenir sur ton parcours, sur ta vision un peu, ton approche aussi, qui est au carrefour entre l'ancienne génération et la nouvelle, avec tout l'accompagnement aujourd'hui, le dévouement que tu as, pour l'entraînement et tout ça. Donc on peut te retrouver, en tout cas te soutenir au MMA GP bientôt, je crois que c'est le 17 juin, c'est ça, à Voilà, Bordeaux? c'est ça, à l'Arkea. Yes. Et ensuite, si on veut te suivre, peut-être, s'intéresser aux différentes académies Pythagore et tout ça, on peut retrouver tout ça où sur Instagram, Alors, internet? ouais, il y a un site internet, donc c'est pythagorebordeaux.com. Il y a Mmh. aussi sur Instagram, Académie Pythagore ou Emmanuel OK. Fernandez sur Instagram. Yes. Sur Instagram aussi, vous pouvez aller sur BJJ Camp France. Ouais. Depuis 15 ans, j'organise un summer camp tous les étés. Le prochain, c'est le 7, 8, 9 juillet à Saint-Palais-sur-Mer. Donc, c'est Yes. un surf BJJ camp Mmh. avec yoga, avec une ceinture noire de jujitsu qui fait le yoga, Clara Ouais, Dufaux. que j'ai reçu dans le podcast, on la Ah salue. ben voilà. C'est Et cool, elle ben sera là. alors ben si vous voulez des infos, vous allez sur BJJ en France. Il y a un lien, vous pouvez télécharger enfin remplir le dossier d'inscription. L'année dernière, on devait être 90, je crois, sur le stage. Donc c'était un Ouais. super stage. Là cette année, je pense que je vais bloquer à 100 personnes parce que après ça Mmh. va faire trop. Ouais. Et bah, c'est un stage d'été, hein. Donc il y a quand même Jiu-jitsu, pas mal de combats. On surf, fait 2 heures de ouais, sparring par jour. ouais. Il y a la technique, le yoga, la partie surf et le mercredi soir, c'est toujours le barbecue traditionnel, le côté Mmh. convivial du stage, voilà. Super, je mettrai les infos aussi si jamais il y en a qui sont intéressés, Super, pour aller merci au camp. beaucoup. Yep. Est-ce que pour finir, tu aurais un invité à me recommander avec qui je pourrais parler? Arts martiaux, mental, tout ça, tout ce qu'on a abordé un peu aujourd'hui. Alors je sais pas, peut-être que c'est pas qui t'as eu. Je Mmh. pense quelqu'un qui peut avoir une grosse expérience aussi. Je pense à un ami, Anthony Réa. OK, j'ai Tu pas connais? non, non, Tu connais j'ai pas pas eu Anthony encore. Réa? Non. Eh ben, c'est quand même quelqu'un qui est, ben, c'est un des pionniers du MMA en France, hein. Ouais. C'est C'est un sacré bonhomme. Il a affronté Anderson Silva, il a Mmh. battu Cyborg, et il a 46 ans et il combat encore là bientôt. Top. OK. Donc ouais, si tu peux contacter Anthony Rea, Ouais, je vais essayer. Je vais essayer. déjà c'est un Mmh. ami et Yes. alors lui pour le coup, lui il est comme moi aussi, hein. C'est un pratique martial et Mmh. combattant. C'est Ouais. peut-être pour ça aussi que je te Ouais, mais drive ça vers lui. peut Voilà, super, avec un super. parcours de vie différent du mien. Ouais et ben, parfait, on je vais m'y intéresser. Cool, cool. Mais je suis obligé de te remercier encore Emmanuel. Merci pour cet échange, ce partage, toutes ces expériences-là et ces histoires passionnantes que tu nous as partagées. Je te souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite là dans tous tes projets futurs et je remercie aussi tous ceux qui auront écouté le podcast jusqu'au bout et je te dis à la prochaine. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Et voilà, j'espère que ça peut faire réfléchir des gens. Voilà. Je t'en prie, allez, salut, à la prochaine. Ciao tout le Salut, monde. Ciao, bye. ciao.